Bonjour à tous. Aujourd'hui, les frontières internes et externes de l'Union européenne. On va poser la problématique suivante. Comment les espaces frontaliers ont-ils été perçus comme un puissant facteur d'intégration territoriale par les États membres de l'Union européenne et quelles sont leurs caractéristiques aujourd'hui? Tout d'abord, grand 1, les enjeux de Schengen et du contrôle aux frontières. Petit 1, la création de l'espace Schengen. L'espace Schengen est une création originale au sein de l'Union européenne. On va juste rappeler que l'Union européenne rassemble 27 pays depuis à la fois l'adhésion de la Croatie en 2013 et également le Brexit anglais, et que c'est une construction économique et politique originale dans le monde. Et à l'intérieur de cette construction, il y a une place particulière pour l'espace Schengen. En fait, l'espace Schengen est une zone de libre-échange des personnes et des marchandises entre pays membres de cet espace Schengen. C'est donc un moyen d'intégration des États à l'UE. Il regroupe aujourd'hui 22 États membres de l'Union européenne ainsi que 4 États non membres, l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein. Cet espace Schengen s'est mis en place à partir de 1985 en 2 étapes. D'abord, les accords de Schengen, signés en juin 1985 par 5 pays, la France, l'Allemagne, la Belgique, le Pays-Bas et le Luxembourg. C'est un texte qui prévoit la liberté de circulation des ressortissants des pays membres de la CEE, c'est-à-dire la Communauté économique européenne, l'ancêtre de l'Union européenne. Le deuxième moment, c'est la signature de la Convention de Schengen qui est signée en 1990. Ce texte prévoit la suppression des contrôles systématiques aux frontières internes à l'Union européenne. Ces dispositions sont appliquées à partir de 1995 et donc, à partir de ce moment-là, à l'intérieur de l'espace Schengen, les citoyens européens peuvent se déplacer sans passeport, mais non sans titre d'identité, bien sûr, mais sans passeport pour un séjour inférieur à 3 mois. Pour appuyer cet espace de libre circulation, une base de données communautaire appelée SIS, Système d'information Schengen, permet aux différents services de sécurité nationaux d'échanger des informations dans le cadre d'enquêtes en cours. Petit 2, enjeux et débats autour de l'espace Schengen. Alors, d'une manière globale, le refus de certains États d'entrer dans l'espace Schengen, mais également le fait plus largement que certains États appartiennent à des organismes européens et pas à d'autres, comme le montre le document graphique ici, a donné parfois l'impression un peu d'une Europe à la carte. De plus, à partir des années 2000, l'espace Schengen va connaître des crises à répétition. Ces crises qui remettent pour certains en doute sa pérennité sont liées notamment aux flux migratoires en 2 phases. À partir de 2011, dans le contexte des printemps arabes, l'Italie a dû faire face à un afflux de migrants, notamment de Libye et de Tunisie, qui rentraient sur, entre guillemets, le sol européen par l'île de Lampedusa, notamment, ce qui a une première fois déstabilisé la politique communautaire dans la gestion de l'accueil des réfugiés. Alors, faites attention, je me rends compte que j'ai fait une petite coquille. L'accueil, bien sûr, il n'y a pas d'S. En fait, je voulais écrire accueil des réfugiés. Deuxième étape, à partir de 2015, l'arrivée en Grèce de migrants provenant de Syrie s'est transformée en une nouvelle crise de l'espace Schengen. D'ailleurs, comme le prévoient les règlements européens, certains États comme l'Allemagne, la Suède, le Danemark ou encore la France ont rétabli les contrôles aux frontières à partir de 2016. En tout cas, plus largement, cette situation de crise a provoqué des débats très vifs en Europe.
Il faut dire que de toute façon, dès la création de l'espace Schengen, des voix s'étaient élevées pour le critiquer. C'était essentiellement des voix venues des courants souverainistes ou des courants eurosceptiques qui sont présents dans tous les États membres. Mais les critiques se sont élargies dans le contexte migratoire et terroriste tendu, en appuyant sur une certaine inefficacité de l'espace Schengen. L'UE a réagi en remplaçant en 2016 l'agence Frontex, puisque c'était surtout cet agent des gardes frontières européens qui était montré du doigt, par un nouveau corps des gardes-frontières européens qu'on appelle l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Ce nouvel organisme a pour mission de veiller de manière permanente sur les frontières extérieures, de prévenir la criminalité transfrontalière et de lutter contre l'immigration clandestine. En deux, les frontières d'un État adhérent, l'exemple de la France métropolitaine. Alors, le programme nous demande de voir un exemple d'un État, voilà, au choix. Donc moi j'ai choisi la France parce que ça permettait à la fois de voir la construction progressive des frontières, mais également leur intégration dans la dynamique européenne. Donc voyons d'abord, petit 1, une diversité des frontières françaises héritées de l'histoire. Comme dans tous les pays, les frontières françaises sont issues des vicissitudes de l'histoire. Ainsi, les frontières terrestres ont été fixées progressivement au gré des guerres et de la diplomatie. On a déjà vu dans une leçon précédente le rôle du limes rhénan qui marquait la limite de l'ère de romanisation. À l'époque moderne, les frontières françaises sont protégées et donc en partie définies par la ceinture de fer, c'est-à-dire un ensemble d'infrastructures militaires dues à l'ingénieur de Louis XIV, Vauban. Au XIXe siècle, la diplomatie permet de linéariser la frontière du Sud-Est, notamment par l'incorporation du duché de Nice et de la Savoie au territoire national. Et puis, plus récemment, les frontières du Nord-Est ont été marquées par les conflits européens et mondiaux. Et on peut dire que grosso modo, depuis le traité de Versailles de 1919, les frontières françaises se sont stabilisées. Petit 2, les frontières françaises dans le cadre européen. Il faut noter tout d'abord que la France a été un des pays moteurs de la création de l'Europe économique d'abord, puis politique ensuite, et qui a largement réalisé l'intégration territoriale au sein de l'UE. Ainsi, les espaces frontaliers français sont largement connectés aux espaces européens puisque la France possède près de 2800 km de frontières terrestres avec d'autres pays européens. Le pays a donc largement profité de la libre circulation des biens, des services, des personnes comme un levier de développement des espaces transfrontaliers qui traditionnellement souffraient au contraire de leur position périphérique. André-Louis Sanguin utilise l'expression de frontières transparentes pour désigner des frontières qui n'ont pas d'obstacle apparent ni de contrôle systématique. Or, cette définition convient bien aux frontières françaises depuis les années 1950. En 3, les espaces transfrontaliers intra-européens. Petit 1, de l'espace frontalier aux espaces transfrontaliers. Notons d'abord que l'Union européenne compte plus de 20 000 km de frontières terrestres internes. Or, en passant de l'espace national à l'espace communautaire, progressivement à partir de 1957, les frontières en tant que lignes sont passées au second plan pour faire émerger ce qu'on appelle des espaces transfrontaliers. C'est-à-dire que, contrairement à la ligne de frontière, ces espaces ont une épaisseur qui s'étend de part et d'autre de la frontière. Aujourd'hui, ces territoires, ces espaces transfrontaliers représentent près de
40% de la superficie de l'Union européenne. Petit 2, des espaces privilégiés de la coopération européenne. Alors, la coopération frontalière s'inscrit dans la philosophie même de la construction européenne, et ce, dès au moins 1957, voire 1951. Aujourd'hui, le nombre de travailleurs européens travaillant dans un autre pays que celui de sa résidence se situe autour des 2 millions de personnes. C'est-à-dire que quotidiennement, ces personnes, qu'on appelle des navetteurs, traversent la frontière, pour aller travailler dans un pays autre que leur pays de résidence. D'autre part, les espaces transfrontaliers se polarisent fortement sur les 37 agglomérations transfrontalières en Europe. Ces agglomérations transfrontalières sont à la fois des leviers et des supports du développement territorial et économique de ces espaces. Plus largement, les projets transfrontaliers se multiplient. On en compte aujourd'hui une soixantaine en Europe sur 38 frontières. Par exemple, la France participe à 14 programmes de coopération transfrontalière, dont 5 en Outre-mer. Par ailleurs, les espaces transfrontaliers sont l'objet d'une politique spécifique d'aménagement dotée d'un budget particulier. Ce budget est à la fois pris sur le programme Interreg et sur les fonds structurels européens du FEDER, le Fonds européen de développement régional. Alors, je vais un peu parler quand même du programme Interreg parce que c'est celui qui est le plus spécifique aux espaces transfrontaliers. Ce programme a été mis en place à partir de 1991 au sein de l'Union européenne et il a pour but, de coordonner les actions déjà existantes entre des régions de part et d'autre d'une frontière européenne et d'en organiser de nouvelles dans le cadre d'une coopération transfrontalière plus poussée. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, les euro-régions sont la forme la plus aboutie de coopération transfrontalière. On en compte aujourd'hui 90 dans toute l'Europe. La première est née en 1958 et il faut noter, pour terminer, qu'il s'agit de structures transnationales qui ont l'objectif de mettre en place un projet cohérent de développement transfrontalier. C'est la fin de cette leçon. Vous pouvez bien entendu vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les vidéos de cours, de méthodes d'entraînement et vous pouvez aussi laisser un commentaire.